Bonjour à tous, nous voilà revenus avec une vidéo tutoriel sur XP, une vidéo qui va être dédiée à la dernière version XP 1.30 et 1.31 qui est sortie cette année. On aurait voulu faire cette vidéo bien plus tôt, désolé pour ceux qui l'attendaient. On va essayer de rattraper les choses avec une vidéo un peu longue qui va passer en revue tout le workflow, les nouveautés, les changements. Et voilà, c'est parti. Donc on était resté avant janvier 2025 sur la version XP 1.20 et XP 1.30 a pas mal changé de choses, à commencer par l'interface utilisateur. Donc c'est vrai qu'il était un peu temps de refaire un point sur cette vidéo. Donc on va commencer directement par télécharger ou vous montrer comment ça fonctionne en allant directement sur le site d'XP. Dans les nouveautés aussi, on a maintenant un onglet Download, alors qu'avant la version XP 1.20 était réservée aux personnes qui avaient la licence. Vous pouvez maintenant toujours télécharger les dernières versions disponibles. Donc vous allez sur celle qui est dispo en ce moment, qui est la 1.30, et vous sélectionnez votre système d'exploitation, Mac ou Windows. Donc on fait la vidéo sur Mac, mais on a un peu unifié les choses, et sur Windows ça se fonctionne quasi de façon similaire. Tout en bas, si vous allez en bas, vous retrouverez une archive des dernières versions si jamais vous devez remonter vers des vieilles versions pour des problèmes de compatibilité. Donc voilà, je vous invite à télécharger la version, et une fois que c'est fait, vous allez récupérer sous Mac un DMG dans vos téléchargements, et on va voir comment ça se présente. Alors la raison pour laquelle XP est maintenant accessible, et c'est plutôt une bonne chose, c'est qu'on a une version démo non limitée dans le temps, qui sera limitée à 2 objets sonores, on va y revenir, et qui vous permettra d'évaluer plus longuement le système avant de l'acheter si cela vous intéresse. Donc quand vous téléchargez XP, en fait ça va se présenter assez simplement. D'un côté vous aurez l'application standalone. Comme vous savez, XP tient en deux blocs, on va dire, une application standalone et un bundle de devices qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Donc vous installez l'application et vous copiez le folder XP Device quelque part sur votre disque dur. Et ça, c'est une préconisation d'usage sur XP. Les devices sont prévus pour fonctionner à chaque fois avec leur version correspondante de l'application. Donc je vous invite, lorsque vous mettez à jour l'application, de toujours bien remplacer les devices par ceux qui sont disponibles avec cette application. Par exemple, si vous utilisez des devices XP 1.20 avec l'application XP 1.30, ça risque de ne pas fonctionner. Donc voilà, la bonne pratique, c'est d'avoir un folder que vous mettez où vous voulez. Ça peut être aussi dans le folder de défaut d'Ableton, et que vous remplacerez les devices quand il y a des mises à jour. Donc moi je les ai mis ici. Et on va voir comment ça fonctionne, voilà, pour les gens qui sont un peu nouveaux avec le setup. Donc dans le package de device, vous allez voir, il y a 12 devices Max for Live. Donc c'est assez conséquent, hein, ça nécessite de comprendre un peu à quoi ils servent tous. Donc il y a des devices un peu cruciaux, dont on va en parler, à commencer par le XP Visual, qui est un peu la télécommande de la standalone. Avant d'aller là-dessus, j'ai oublié que cette dernière version XP 1.31, elle a été optimisée pour Ableton Live et Max 8, et vous savez que récemment la dernière version de Live Ableton 12 utilise en fait Max for Live 9, et ce qui requiert pour vous de copier la librairie SPAT, à la fois de l'avoir dans l'application, dans le document Max 8. Alors, je vais vous montrer directement, ça va être plus simple. Ici, attendez, favoris, on va aller dans document, vous allez voir, ici moi j'ai mon Max 8, répertoire Max 8 avec les packages et SPAT 5.
Et il faut aussi avoir le SPAT dans le répertoire dans Max 9 et le package avec le SPAT 5 ici. La raison, enfin, en tout cas, si vous utilisez la dernière version de Live 12, parce que Live 12 va utiliser les éléments natifs de Max 9 pardon, et pas Max 8, alors que l'application utilise encore des fichiers qui sont présents aussi dans Max 8. Donc voilà, si vous êtes sur Live 12, désolé, j'étais un petit peu confus. La chose à savoir, c'est que assurez-vous d'avoir la librairie SPAT à la fois disponible dans Max 9 et Max 8 dans vos documents. Une fois que c'est fait, on va retourner dans nos devices. Alors moi je l'ai mis dans un répertoire dans Live 12 comme vous voyez ici. On va prendre XP Visual et on va le dropper sur une piste. Et vous voyez, quand vous n'avez que la version démo, ou quand vous n'avez pas activé votre licence, ça se présente comme ci, avec une boîte de dialogue sur lequel vous allez pouvoir activer la démo ici. Donc on va le faire ensemble, et ensuite on va l'autoriser, pardon. Voilà, donc quand vous lancez la démo, ça fonctionne comme ça. C'est la version totalement, c'est la même que la version sur tous les paramètres, c'est la même que la version définitive. La différence, c'est que vous ne pourrez pas créer plus de 2 objets sonores. Donc par exemple, on va revenir, mais je vous fais la démo. Si vous créez un premier objet et un deuxième, vous allez voir que si j'en crée un troisième, le device ne se charge pas. Et a fortiori, si vous sauvez un projet démo et que vous avez 3 objets sources comme ça, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Donc si vous rencontrez ce problème au moment de l'évaluation de XP, sachez que vous pouvez supprimer le troisième objet, sauver votre projet et le réouvrir. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, jusqu'à un changement sur cet ordre, mais déjà pour nous c'était une grosse avancée et j'espère que pour vous, pour la communauté, ça vous permettra aussi d'utiliser XP, de découvrir voilà, ça a certains quand même avantages. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est comme d'activer le logiciel. Donc on va recharger le visual, on va rouvrir la boîte de dialogue, et puis je vais rentrer mes informations. Alors moi j'utilise une version évidemment professionnelle, mais vous recevez la licence par email, et quand vous l'activez, voilà. Alors ça vous met des messages. Normalement, il demande de réactiver, de relancer Ableton, mais en fait c'est pas tout à fait vrai. Il suffit juste de relancer, de remettre le device, et voilà. Maintenant on a la version définitive activée. Donc voilà, c'est très simple. On va passer en revue. Maintenant, on va rester sur cette application parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors qu'avant, on avait pas mal des paramètres qui étaient gérés depuis les devices. On a maintenant un interface préférence qui regroupe pas mal de choses. Donc on va l'ouvrir. Pour ouvrir vos préférences, c'est simple, c'est commande P, pomme P. Et quand vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur différents menus dont on va parler maintenant. Vous pouvez naviguer ici. Vous voyez qu'on retrouve la licence. Alors, XP maintenant permet d'assigner tous les raccourcis que vous voulez. Donc par défaut, il y a des raccourcis, vous voyez. Ici, la lettre, ça correspond à un raccourci de navigation. Donc vous pouvez vous déplacer, voilà, changer la vue. Et pour changer le raccourci, c'est peut-être pas intuitif, mais il suffit de cliquer sur la vue dont on veut changer le raccourci et cliquer sur la lettre. Et maintenant, voilà, c'est le G qui est assigné. Vous pouvez cliquer et revenir sur les défauts. Voilà. Vous pouvez aussi définir quel type de vue, sous quel type de vue XP s'ouvre. Vous pouvez laisser live décider, c'est-à-dire que le paramétrage depuis le projet, si jamais vous avez sauvé un projet, ou alors dire tout simplement, moi je veux l'ouvrir en top view la prochaine fois. Donc en fait, si vous faites sauver ici, quand vous cliquez, quand vous quittez, et si vous rechargez le visual, il va s'ouvrir en format top. Voilà, donc ça c'est la version. Voilà. Donc ça dépend des habitudes de chacun. Moi, à titre personnel, je préfère la vue 3D. Donc je vais revenir ici en mode 3D. Alors sachez qu'à chaque fois que vous changez un ou plusieurs paramètres, si vous voulez
les conserver, il faut les sauver ici. Voilà. Vous pouvez aussi faire un reset au défaut, mais il faudra aussi sauver. Donc ça c'était pour le type de vue à l'ouverture, mais il y a aussi la position. Voilà, on a les... Donc ça c'est les comment dire, c'est les nombres pour la taille. Et vous pouvez aussi définir une taille custom et une position dans l'écran. Et définir ensuite, si vous laissez live définir la taille, vous voyez ici qu'on a en SML custom la taille de la vue, ou alors vous-même, ou alors décider ici voilà, la taille de votre vue. Donc voilà, je ne sais pas si ça intéressera du monde, mais peut-être que si. On va aller maintenant sur navigation. Donc là, ça c'est autre chose, ça c'est vraiment aussi une grosse demande de la communauté, c'est pouvoir changer les raccourcis de navigation. Donc là, c'est le même principe, si vous voulez changer un raccourci, et ben, vous cliquez sur le raccourci à changer, et puis vous assignez une nouvelle lettre. Ensuite, on va aller sur la souris. Voilà, on peut désactiver la souris pour naviguer, désactiver la souris ou le pad, parce que là, moi, je suis sur un portable. On peut aussi assigner une vitesse de scroll, deux vitesses de scroll en fait. Voilà, vous pourrez essayer de votre côté. Et vous voyez ici qu'on a sur la vue 3D, on a le petit icône de la souris montrant voilà, si la souris est active et quel type de vitesse est active. Donc vous pouvez avoir une vitesse très rapide et très lente, ça dépend de votre façon de travailler. Les raccourcis pour assigner à la fois l'activation de la souris et la vitesse. Et vous pouvez aussi définir deux types de souris. Le mode classique qui est celui voilà, par défaut, ou utiliser une mouse wheel donc pour pouvoir utiliser la souris pour naviguer, utiliser la roue de la souris, le troisième bouton central sur une souris pour naviguer dans la vue, et dans ces cas-là, voilà, la souris fonctionne un peu différemment et utilise le déplacement, je crois, vertical pour naviguer voilà, autour de la scène. Donc vous pouvez essayer ces deux modes. C'est pareil, si vous utilisez avec une souris, pensez sauvegarder ici. Me concernant, j'utilise toujours le pad. On va aller sur l'OSC. Donc l'OSC, c'est, vous savez que XP utilise le protocole OSC pour communiquer entre l'application et Ableton. Tout est transparent pour vous, hein, les ports sont créés derrière. Mais ce qui coûte en performance sur XP, c'est justement la vitesse des traitements des messages. Et donc par défaut, on a une sorte de limitation des vitesses, mais vous pouvez augmenter cette vitesse si, en l'occurrence, dans le cas d'automation ou de mouvement génératif, vous vous rendez compte que le CPU commence à réduire. Vous pouvez jouer sur ces paramètres pour libérer un peu de CPU. Avec les dernières machines, contrairement aux premières versions d'XP en 2021, les dernières machines peuvent vraiment encaisser. Alors là, moi je travaille avec un MacBook Pro M2, mais on a quand même pas mal de marge. Donc c'est des choses vraiment intéressantes à utiliser, mais qui sont moins cruciales que peut-être pour les premières versions. On arrive donc à l'écran de licence. C'est à partir d'ici que vous pouvez désactiver votre licence si vous voulez la mettre sur une autre machine. Dans les autres nouveautés, XP maintenant vient sous deux formats qu'on a introduits. Donc un format licence simple, voilà, une seule licence, et la format de double licence. Donc voilà, c'est un peu ceux qui achètent deux licences directement payent ça un petit peu moins cher. Ce qui évite de devoir se balader entre deux machines par exemple. Ensuite les crédits, où vous retrouvez notamment ce qui est important, la version du SPAT qui est installée, sachant qu'aujourd'hui on utilise la dernière version qui est la 5.3.5. Voilà, qui est cette dernière disponible. Donc voilà pour la partie application, le volet application. Maintenant on va avancer sur les choses voilà, importantes pour le setup. Qui est le bundle de Device Max for Live. Donc une fois qu'on a ouvert notre application, je peux fermer ici le Chrome. Deuxième chose à faire, c'est de créer un bus multicanal qui est le XP Engine.
Alors celui-là pareil, comme tous les autres, il a beaucoup changé récemment avec cette dernière version. Donc XP Engine, comme le sous-entend son nom, c'est le moteur audio, et c'est en fait un bus multicanal qui va générer votre scène sonore. Alors contrairement à avant, maintenant ce device est beaucoup plus simplifié. Il y a deux panneaux. Un panneau, vous accédez, alors ça c'est pareil, c'est une nouveauté avec les derniers devices, on accède au panneau de configuration avec la petite dent de configuration qui se trouve à gauche. Alors d'ailleurs, comme j'y suis, ici vous retrouvez la version du device. Ici vous pouvez aller directement sur le site, et ici vous tombez sur la doc pour chaque device. Alors sachant que, comme vous le voyez, la doc n'a pas été encore mise à jour. Avec cette vidéo qui arrive un peu tard, vous le comprenez que tout ce qui est documentation est lourd de travail et plus compliqué à faire avec le temps que l'on a pour assurer la maintenance de ce projet. Mais on va essayer de rattraper les choses dès que possible. Alors il faut savoir que même si les UI ont changé, les principaux paramètres sont les mêmes. Donc vous pouvez quand même réussir à vous y trouver. Donc c'est pour ça qu'on a laissé ça un peu courir. Je sais que c'est pas idéal, mais bon, voilà, c'est pour vous expliquer que le principe reste à peu près similaire. Donc retour sur notre XP Engine. Alors les premières choses à faire, c'est en 3 points comme ça, qui clignotent, qui vous invitent à venir configurer votre scène sonore. Donc là vous avez deux possibilités. D'abord la première chose, c'est de faire choisir la configuration de haut-parleur que vous avez. Donc il y a des presets d'usine. Voilà, le menu ici est un peu en bas, mais vous comprenez le principe. Voilà, ils sont exposés ici. Donc vous choisissez entre, soit si vous avez vous retrouvez votre bonheur dans la liste des presets d'usine, vous les choisissez. Sinon, vous utilisez un preset utilisateur. Donc il y en a certains par défaut qui vous ont été donnés. Et c'est aussi dans ces presets utilisateurs qu'on va utiliser un autre device, le XP LSD, que je vais vous présenter dans quelques secondes. Pour l'instant, pour le jeu, on va juste prendre un truc circulaire 10. Voilà. Donc, quand vous choisissez votre configuration de haut-parleur, ils sont représentés par un cube avec le numéro du haut-parleur qui correspond à l'intérieur du bus multicanal, la piste de ce haut-parleur. Donc voilà, donc là on est sur un truc assez classique avec une incrémentation de 1 à 10 de façon horaire. Ensuite, le point 2 qu'il faut faire, c'est choisir le type de spatialisation. Alors là, on a reçu plusieurs questions sur à quoi correspondent tous ces algorithmes. En fait, on reprend simplement ce qui existe dans l'IRCAM SPAT. Documentation, puisque vous avez la librairie sur votre machine qui est accessible en fait dans le manuel du SPAT, mais je le mettrai en commentaire. On a copié la définition de ces algorithmes dans un PDF qui est accessible sur le site XP et que je renvoie dès qu'on me le demande. Donc voilà, on le mettra dans les commentaires de la vidéo. Pour ce type de dispositif, on a le choix entre Angular qui est le plus simple, ou JBAP 2D ou HOA 2D. On va mettre le HOA parce que c'est un peu un système que nous on aime bien. Et si vous cliquez sur autofill, alors si vous ne le faites pas ici, si vous allez sur vos sorties, qui est le bouton de configuration, vous voyez qu'il crée les sorties physiques. Et donc là par exemple, moi ça tombe mal parce qu'en fait j'ai pas de... On va utiliser Black Hole juste pour le fun. Voilà, juste pour vous montrer que voilà, donc il y a les sorties du Black Hole, donc on peut assigner ma sortie d'Ableton vers la sortie du Black Hole. Et si vous cliquez sur autofill, il va tout simplement assigner de façon logique les sorties au nombre, voilà, de 1, 2 à sortie 1, 2, 3, 4. Donc j'ai des questions sur évidemment et comment on fait quand notre câblage physique de la carte son vers le haut-parleur n'est pas celle du template. Alors là, il y a deux solutions. La plus simple, c'est de rematricer à partir de votre interface audio de la carte. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ou alors de créer
un autre template qui reprend cette forme, où vous allez tout simplement mettre un différent ordre de haut-parleurs qui correspondra voilà, à la sortie de votre carte audio. Alors il y a un truc à savoir dans Max for Live, c'est qu'on est un peu, voilà, vous savez qu'Ableton n'est pas vraiment un soft multicanal, donc on accède à tout ce qui est à l'environnement multicanal grâce à Max for Live, et dans Max for Live, on fonctionne par paire stéréo pour l'assignement out. Donc ça c'est un peu une limite qui est liée à Ableton. Peut-être ça bougera à l'avenir, peut-être pas, mais je pense que voilà, il y a des solutions pas trop compliquées qui vous permettent quand même de travailler. Si vous avez besoin ici, vous avez un noise test qui vous permet de vérifier comment ça fonctionne, si c'est bien assigné. Donc voilà, là vous avez votre sortie, et puis vous activez le noise test ici, voilà, ou vous le fermez. Donc ça c'est très pratique, hein, si vous voulez vérifier comment est bien routé votre câblage et votre carte son. Quoi dire d'autre ici? Ici on accède à la config de l'Ambisony, donc par rapport aux algorithmes d'optimisation, de normalisation, et voilà, les méthodes de préservation de la dynamique. Ça je vous renvoie comment dire, à la doc du SPAT pour vous expliquer un peu plus, ou tout simplement voilà, l'Ambisony en général, pour comprendre à quoi correspondent ces paramétrages. Si vous cliquez sur Output, vous ouvrez le moniteur Out de votre bus multicanal. Ici 3 boutons, donc là c'est muté. Ici ça sera pour écouter votre champ sonore, comme il est ici configuré. Et si vous cliquez sur le casque, vous pouvez travailler en binaural. Sachant qu'en binaural, on ne sort plus en multicanal, on sort directement sur la piste. Donc on en parlera plus tard. Voilà, donc une fois que c'est fait, on peut se mettre en son de fil, hein, comme ça on va voir ce qui se passe. Une fois que c'est fait, je vous invite à créer un objet sonore. Alors, dans XP 1.30, il y a des petites nouveautés. Donc à l'époque, on avait simplement ce qu'on appelait le device source, XP source, pour créer des objets sonores. Et puis nous, on a rajouté un XP source Simply, qui est un peu le petit frère, le petit frère beaucoup plus comment dire, direct, qui est en gros un panner dans le champ sonore, hein, donc c'est-à-dire que c'est un panner, c'est plus qu'un panner parce qu'il s'adapte à toutes les configurations, mais il vous donne accès à un UI très simplifié, très direct, et nous on trouvait que voilà, ça manquait déjà dans XP 1.20, et puis aussi pour les gens qui connaissent l'IRCAM SPAT, voilà, ça manquait de quelque chose de très direct. Alors la différence avec lui et le XP Source, en plus de l'UI qui est un peu plus simplifié et un peu plus direct, c'est que ce Simply n'a pas de reverb. Alors on va en discuter après, voilà comment fonctionne le SPAT, c'est qu'en gros il projette un objet sonore dans un environnement réverbérant, dans une reverb, hein, qui utilise un peu partiellement de la convolution pour créer, pour recréer comment dire, l'image sonore. Et donc avec XP Source, vous pouvez bien sûr muter la reverb, mais ce Simply, il a été simplement créé comme un panner de base, vous n'avez pas besoin de muter la reverb. La chose qu'il va faire, c'est que par contre, il va vous permettre d'atténuer le volume sonore en fonction de la distance par rapport au centre d'écoute. Donc voilà, donc on retrouve ici les azimuts et les variations. Donc ici dans notre cas, on n'a pas vraiment l'usage puisqu'on utilise un système planar. Donc vous voyez qu'on pouvait à la fois toucher, tourner le dial pour bouger la source, ou alors utiliser la souris, des fois c'est un peu plus instinctif, pour bouger la source dans son espace sonore. On retrouve ici la distance à la scène d'écoute, et donc c'est là la spécificité en gros de l'IRCAM SPAT, mais de ces devices, plus vous vous éloignez le point de la scène sonore, moins il est tangible dans votre écoute, moins il est présent. Et si vous voulez changer le paramétrage de l'atténuation sonore, il faut le faire à partir de cet UI ici, où en fait vous allez définir deux paramètres principaux, le drop qui correspond en fait à quelle vitesse à laquelle le son diminue, et le radius à partir de quelle distance le son de la source diminue. Donc voilà.
Donc ça, c'est des paramètres qui peuvent être utiles. Vous pouvez avoir envie d'une source qui s'efface très rapidement à mesure qu'elle s'éloigne, ou alors plutôt une source qui va diminuer très lentement et très, très fortement à la fin en utilisant justement un logarithme de ce type, puisqu'on a deux modes d'atténuation pour la règle d'atténuation sonore. Donc vous pouvez jouer avec ces paramètres aussi. Je reviens sur l'UI aussi. On a 3 boutons ici qui correspondent en fait au scale de la scène. Donc on peut vouloir rester plus ou moins très proche, on n'a pas besoin de s'éloigner, ou alors au contraire, on veut jouer avec cette distance, et dans ces cas-là, ces 3 boutons vous permettent, avec le contrôle de votre souris, d'aller très loin dans la scène sonore, et donc de jouer avec cette distance au point d'écoute. Quoi d'autre sur cet outil qui est venu vraiment à notre favori? Alors nous, on a fait rentrer, donc on a plusieurs façons de faire bouger des sources dans l'espace sonore sur XP. Alors on a intégré, que ce soit pour ce device et l'autre, juste des petits modules ici de vitesse qui vous permettent, voilà, très rapidement, de façon très instinctive, de bouger votre source. Alors vous pouvez trouver ça comment dire, créatif ou pas. En tout cas, ça peut être pratique. Voilà. Et donc ça, je crois que c'est voilà, c'est soit on est en mode continu, soit en mode reverse. La même chose pour élévation et distance. Donc voilà, on peut s'amuser à faire plein de choses comme ça. Vous pouvez trouver ça intéressant ou pas, à vous de nous le dire. De toute façon, c'est pas des paramètres qu'on a prévus comme être les plus créatifs, mais on trouvait que ça manquait d'être facilement capable de bouger une source de façon circulaire autour du point d'écoute. Ça peut être très très utile quand on veut tester des choses. Voilà, ça manquait au dispositif. Alors là, je vais annuler, je vais revenir, je vais faire un reset. Pour ouvrir ici le panneau sur la gauche, comme je vous l'ai dit, on peut configurer. Vous pouvez changer la taille de la source et de sa représentation, enlever non et ajouter une ligne, voilà, pour visualiser un peu mieux dans l'espace 3D. Donc ce device, par contre, on ne peut pas lui mettre d'alias. Contrairement à XP Source, on a vraiment tout minimisé pour rendre ça beaucoup plus simple. Ici, on peut changer le spread de la source et choisir. Alors, vous savez que XP pour l'instant est toujours mono, c'est-à-dire qu'on travaille avec un objet sonore mono. Donc, il faut choisir quel côté, si vous travaillez avec des pistes stéréo, quelle piste vous voulez mettre dans l'espace sonore, gauche, droite ou la somme. D'ailleurs, je peux prendre un son. Alors, on va prendre un truc juste pour vous rendre compte. Juste, bon, attendez, il n'y a rien du tout. On va prendre une loupe d'Ableton. Voilà. Donc vous voyez, on voit, ça représente un peu la dynamique du son. Et ici, je pense qu'on peut voir aussi dans la scène sonore voilà, le son rentré. Donc ça permet de se repérer. Contrairement à l'autre XP Source, on ne peut pas configurer la couleur, voilà, c'est automatique. Si vous travaillez en polaire, ben, vous cliquez simplement sur le bouton polar et ça affiche les mêmes paramètres, mais cette fois en mode X, Y, Z. Voilà, le X et Y et ici le Z. Donc vous l'aurez compris, on pense que ce device a quand même simplifié les choses. En tout cas, nous, c'est devenu un de notre favori. Alors maintenant qu'on a parlé de celui-là, on va retourner voir le grand frère, hein, donc qui se présente différemment. Alors on va couper ici, vous voyez que à mesure que vous créez un objet sonore, il nomme les pièces, les tracks de façon itérative, source 1, source 2, si j'en prends un troisième, il va créer source 3. Voilà, c'est le principe, et comme si vous êtes familier avec XP, vous savez qu'il ne faut pas renommer le nom des tracks pour des raisons d'architecture. Alors ça bougera certainement à l'avenir si on a l'occasion de faire une version 2 de XP, mais pour l'instant c'est pas le cas. À savoir que le projet que nous avons fait pour l'ICO, XP ICO, vous pouvez changer le nom des pistes, parce qu'on est tenu on est sous le fonctionnement d'une autre architecture qui est beaucoup plus souple et plus contemporaine, plus moderne, plus intuitive aussi.
Donc voilà, on espère pouvoir faire rentrer cette architecture dans XP un jour, mais pour l'instant, on reste là-dessus. Donc ne changez pas le nom des pistes. Donc voilà, donc on est sur source 2, je vais supprimer source 3, on est sur source 2 là. Donc vous voyez, lui, contrairement à son grand frère, son petit frère, pardon, il n'a pas de panner embarqué d'UI. On a les boutons ici que vous pouvez assigner en MIDI, ou comment dire, pour le polaire, ou X, Y, Z, vous cliquez voilà, de façon similaire à l'autre. Et lui, pour avoir le panner, il faut lui mettre le XP Source Pan, voilà, qui reprend un peu l'équivalent de l'autre. Alors vous me direz, et pourquoi lui, il n'a pas, comme l'autre, directement embarqué l'UI? C'est comme vous le voyez, on est sur un device qui est déjà très complexe, avec beaucoup de paramètres. Et voilà, c'était un choix, ça évoluera peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, on s'est dit qu'on voulait quelque chose de modulaire sur XP Source. Alors le XP Source, lui, la différence avec l'autre, c'est qu'il a tout le volet perceptif qui est très avancé. Donc, par défaut, il a donc cette reverb du SPAT, dont vous pouvez contrôler tous les paramètres, voilà, à partir de ces menus ici, perceptuels. Vous pouvez aussi changer l'orientation de la source dans l'espace, et régler un certain nombre de paramètres de diffusion, ainsi que de l'équalisation, à la fois du son en direct et omnidirectionnel qui correspond au signal qui est pané, quoi. En ce qui concerne l'atténuation sonore, on a affaire à notre ancien UI, contrairement à l'autre qui est un peu plus moderne et peut-être plus expressif. Celui-ci, il est un peu plus old school. Donc voilà, donc c'est un device qui vient de l'ancien setup, l'ancienne version, mais bon, qui représente un sérieux, c'est un sérieux potentiel de design de votre scène. Donc voilà, il ne faut pas passer à côté non plus. Donc on peut accéder aussi, alors contrairement à l'autre, ici on accède à un système de custom qui est un peu plus avancé, dans le sens où on peut lui donner un nom, afficher l'aperture, c'est-à-dire l'ouverture de la source dans l'espace. Bon voilà, il y a un peu plus de moyens de customiser l'apparence, même si on a un peu simplifié les choses par rapport à avant également. Donc voilà, vous l'aurez compris, donc ces deux devices, vous pouvez jouer sur leur combinaison. Des fois vous aurez besoin d'une reverb, des fois pas besoin. Des fois vous avez juste besoin d'un panner, et puis voilà, c'est vite fait. Très, très rapidement, on peut créer plein d'objets comme ça dans l'espace et configurer. Ou alors vous allez avoir besoin de cette reverb très typique du SPAT, qui fait aussi tout son charme et sa puissance très immersive. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver vous dans ce que vous voulez faire avec vos créations. Voilà pour source. Alors éventuellement on pourra revenir sur un tutoriel plus spécifique sur comment configurer notre scène et créer de la matière sonore. On en est maintenant. Alors on va avancer sur maintenant. Alors je reviendrai sur XPLZ, parce que c'est vrai que j'ai pas. On a un tutoriel spécifique là-dessus sur comment créer un template de haut-parleur. Je vais avancer sur les autres devices et on reviendra sur le XPLSD pour vous montrer comment créer rapidement un template. Alors, je vous ai parlé de source 2 qui est dans une reverb. Et en fait, pour cette reverb, pour la configurer, on doit utiliser XP Room, voilà, qui est en fait la reverb qui est utilisée dans le XP Source. Alors, on peut créer comme ça jusqu'à 4 reverbs différentes, donc je vais en créer un deuxième, comme ça on va voir. On va la faire plus grande, et puis l'autre plus petite, voilà, moins de decay, donc on change vraiment la nature. Et quand vous retournez sur XP Source, vous allez voir que ici vous pouvez décider quel type de reverb il utilise. Donc voilà, c'est une subtilité à avoir en tête quand vous travaillez avec XP Source. Vous pouvez ainsi créer jusqu'à 4 rooms différentes.
Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez tester, voir, faire des choses. Alors il faut savoir que la reverb utilisée dans le SPAT, c'est une reverb un peu hybride qui utilise un moteur de convolution, donc voilà, c'est un peu plus, comment dire, touchy. On peut avoir des clics, des petits cracks quand vous réglez, quand vous poussez au maximum les paramètres, qui ne sont pas liés à XP en lui, mais avec à l'IRCAM-SPAT, à l'algorithme qui est derrière, qui est quelque chose d'assez voilà, qui prend du jus en termes de CPU, avec beaucoup de paramètres. Voilà. Donc si vous rencontrez ces petits craquements, ils sont normaux. Normalement, une fois que vous avez stabilisé vos réglages, ils ne devraient plus apparaître. Je ne recommande pas en tout cas de mettre d'automation sur cette room, parce que pour les raisons que je viens d'expliquer, ça peut conduire à des petits artefacts sonores un peu embêtants, quoi. Donc encore une fois, hein, ça c'est lié au SPAT. En échange de ça, on a affaire à une reverb qui est assez exceptionnelle et qui est très très immersive. Je vais supprimer les rooms pour aller à... Je vais créer d'autres objets sonores pour aller à un autre device qu'on aime beaucoup et qu'on utilise beaucoup, c'est le device group. Alors je vais en créer un, comme vous avez vu, même principe que les autres, on prend le groupe, ça crée une piste et ça le nomme automatiquement. Et ici on accède à différents paramètres de translation, de rotation et de scaling. Donc comme le nom l'indique, c'est pour transformer un groupe avec différents paramètres. Quand on crée un groupe 1, d'ailleurs c'est le premier qu'on crée, on va en créer un deuxième, donc ça va être plus simple à comprendre, vous allez voir. Le groupe 1, c'est quoi qu'il arrive, c'est toute votre scène sonore. Tout objet appartient au groupe 1. Donc si vous bougez en théorie des paramètres du groupe 1, ça affectera toute la scène sonore. Donc par exemple, si je fais une rotation du groupe 1 sur le Z, et bien ça bouge tous les objets sonores. Même chose pour la translation et même chose pour le scaling. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont très très pratiques. Et quand vous cliquez en fait sur le titre du paramètre, vous accédez à un moteur génératif pour transformer de façon automatique la scène sonore. Donc voilà, avec la vitesse et l'échelle. Donc vous voyez ici on peut faire différents trucs. Voilà. Alors on peut évidemment combiner les paramètres. Donc là, ça n'a pas trop de sens de le faire sur le Z puisqu'on a un système planar. Mais bon, voilà, vous voyez le principe. On peut très vite s'amuser avec ces choses-là. En tout cas, tenter des choses. Alors, je ne dis pas que ça marchera à chaque fois au niveau sonore, mais vous pouvez tenter des choses. C'est immédiatement disponible. Voilà, vous pouvez désactiver ensuite vos paramètres, faire un reset. Donc ça, c'était le groupe 1. Donc maintenant, on va retourner sur notre source et vous voyez qu'ici, sur le groupe, vous avez le nombre de groupes qui apparaissent. Là, on en a 2. On va créer un troisième. Et quand on retourne sur le groupe, sur la source, sur toutes les sources, on a donc nos 3 groupes. Donc ça veut dire que vous pouvez dire que cette source appartient au groupe 2, celle-ci appartient aussi au groupe 2, et celle-ci appartient au groupe 2. Et de modifier simplement le groupe 2 et laisser la source 4 dans le même état. Donc ça, c'est un truc qui peut être très très cool, parce qu'on peut avoir une seule source qui projette son son. Alors on peut d'ailleurs la rapprocher ici comme ça. Et on peut utiliser ces éléments de groupe pour faire apparaître les sons, ou par exemple cette source 4 peut envoyer des delays, un seul son peut envoyer plein d'effets aux autres sources en utilisant les pistes de retour, et vous jouez avec ce groupe pour faire apparaître les effets dans l'espace. Honnêtement, XP, un des avantages d'XP, c'est cette variété de choses qu'on peut tenter, cette expérience permanente qui est proposée pour créer de la matière sonore, finalement de façon assez intuitive, avec des outils qui sont
comment dire, fun, on dit en anglais fun, et c'est quelque chose qu'on voulait avoir, un instrument, créer un instrument avec lequel on peut un peu s'amuser, quoi. Donc voilà, vous avez avec les groupes la possibilité de faire ce genre de choses. Pour simplifier, on va les supprimer. Voilà. Donc on revient ici, on n'a plus qu'un seul groupe. Alors par défaut, même si vous ne créez pas de piste de groupe, toutes les sources appartiennent au groupe 1. C'est des questions d'affichage pour vous. Des choses intéressantes à connaître aussi en avançant sur le setup, c'est l'enregistrement. Alors comme vous le savez, on est sur Ableton, qui n'est pas un DAW multicanal, donc en fait on ne peut pas exporter en multicanal, évidemment. Alors vous me direz, bah, d'accord, mais ça sert à quoi de générer de la matière si on n'est pas capable d'exporter? Alors raison pour laquelle que dans XP, c'est peut-être le seul outil sous Ableton à proposer une solution aussi complète. On a maintenant XP Rec. Alors avant c'était inclus dans le XP Engine pour les gens qui étaient familiers. Donc vous allez retourner dans votre package, vous prenez le XP Rec ici et vous le rajoutez à côté de XP Engine. Et on va voir tout ce qu'on peut faire avec cet outil. Alors déjà, par défaut, il faut lui donner un, comment dire, faut choisir un fichier, quoi. Donc on va lui donner mon son 1, voilà. Donc voilà, mon son 1, voilà, c'est le nom du fichier. Et ensuite, vous pouvez à partir de là choisir ce que vous décidez d'enregistrer. Vous pouvez décider d'enregistrer simplement la sortie, ce que nous on appelait le champ sonore. Puisque on est en Ambisonics, vous pouvez aussi décider d'enregistrer les composantes ambisoniques avant le décodage, et vous pouvez aussi décider d'enregistrer en binaural. Donc vous pouvez le faire à la fois tout en même temps. Donc ce qui est pratique en fait, puisque parfois la matière que vous travaillez en Ambisonics, vous pouvez vouloir la décoder sur un autre système, ou tout simplement si vous voulez faire un mix, vous voulez l'avoir en binaural directement. Donc ici je vais cliquer sur ces deux boutons. Bon, j'ai pas vraiment de son, hein, donc on va juste faire ça pour le fun. Mais là je vais lancer quelque chose. J'ai mon output, voilà, et si je fais ensuite rec, c'est parti, ça enregistre. Un peu plus de volume ici, par défaut il est sur -20. Et une fois que vous avez terminé, vous faites stop. Et on retourne voir ici, voilà. On a un enregistrement de mon son en binaural et mon son qui correspond au champ sonore, donc il y a une piste stéréo et une piste, ici en fait on a 10 canaux qui ont été enregistrés. Donc ça c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de ressources en fait à enregistrer, par contre c'est du temps réel. Donc quand vous avez édité votre pièce en entier avec les automations, ou si vous faites un live, ou si vous faites peu importe, alors on va dire peu importe, vous pouvez mettre ce petit device à côté de l'engine, lancer le bouton, quasi l'oublier, et stopper quand vous êtes terminé. Donc ça c'est hyper précieux, parce que ça vous permet d'improviser, de tenter des trucs, et de garder cette matière. Donc moi j'ai eu l'occasion récemment de faire un jam modulaire. Voilà, on a enregistré plein de pistes comme ça, des fois des fichiers qui font 1 heure, en laissant traîner, tout en multicanal, 12 pistes, et ça pour le coup ça prend pas trop de CPU sur XP. À ce propos, ce qui prend vraiment du CPU, alors je peux vous le dire tout de suite, c'est on va aller là, on va rentrer ici, on va aller sur alors attendez, yep, enveloppe. Ce qui prend le plus de jus, j'ai envie de dire, et pour les raisons que je vous ai exposées, c'est tout simplement c'est les automations. Bon là ça reste encore correct parce que j'en ai pas énormément, mais grosso modo c'est les parties automation qui peuvent être parfois un peu, ça dépend de votre machine, qui peuvent prendre du jus. Voilà.
Donc voilà, vous avez vu que tous les paramètres d'automation sont accessibles depuis Ableton, quoi. Oui, ils sont ici. Hop, voilà, on a tous les paramètres. Donc voilà, vous pouvez jouer avec tout ça. Des choses qu'on n'a pas vues. Alors je vais killer les automations. On va killer ça va être plus simple. On reprend le truc. En termes de, on retourne dans les trucs qui existent aussi dans XP qui peuvent être rigolos. Ça dépend de ce que vous faites. C'est pour faire de l'animation, on a maintenant séparé tout le volet animation des sources dans un device particulier qui s'appelle Source Anime. Donc vous le prenez ici. Et donc le XP Source Anime, c'est un générateur de mouvement avec 5 moteurs, pardon, je sais pas pourquoi 3 moteurs différents, 5 moteurs différents qui font à chaque fois des choses un petit peu différentes. Donc le premier, c'est ce qu'on a appelé Noise. Donc vous allez voir, si vous cliquez dessus, ça fait des choses comme ça. On peut supprimer l'élévation, on peut rajouter beaucoup plus de distance, donc voilà. Donc là, il bouge très vite. En gros, c'est quelque chose qui va venir vous générer des coordonnées aléatoires dans l'espace. Puis il y a des choses un peu plus folles. L'offset, on va changer les trucs, scale, voilà. Il y a des choses un peu plus... celui-là, je crois qu'on peut offrir... Ouais, c'est ça. Voilà, on peut faire des trucs un peu plus fous. Tout dépend, voilà, ce que vous voulez tester. Voilà, bon ici on n'a pas de Z, donc c'est pas vraiment important. Enfin voilà, donc c'était juste pour... Et en théorie, voilà, quand on peut passer d'une animation comme ça à l'autre. Et tout ça, c'est aussi accessible par l'automation. Donc si vous cherchez des trucs fous à faire, vous pouvez passer, activer et désactiver l'animation on the fly, comme ça. Et on peut aussi enregistrer en automation les résultats de cette animation. Ouais, ça rentre ici, une fois que vous avez cliqué. Et donc si vous enregistrez l'automation, ça va enregistrer, donc vous pouvez récupérer, utiliser le moteur de rendu génératif des trajectoires pour l'enregistrer en automation sur une de vos pièces. Donc ça, c'est dur à intégrer dans un mode d'écriture. Par contre, ouais, pour tenter des choses, des expériences, ça peut être tout à fait, pour générer de la matière sur du son design, ça peut être tout à fait utile. Voilà pour le module d'animation. Maintenant, je vais simplifier tout ça. Je vais éteindre ceci et on va discuter des dernières choses qui peuvent vous intéresser. Avant de parler du XPLSD, c'est l'OSC. Ça, c'est des choses, alors tout dépend sur quoi vous travaillez, mais on peut récupérer l'OSC de la source et même lui envoyer. Donc on va ouvrir Max. Alors je ferme ça parce que je ne sais même pas pourquoi. Je ferme ça. On va ouvrir Max ici. Et cette source, on va la faire bouger comme ça, en façon automatique, comme ça, on n'a pas besoin de s'embêter. On va cliquer sur Out. Et dans Max, on va aller récupérer, voir si on récupère l'OSC, évidemment. Donc voilà, vous voyez que juste en mettant le petit device source OSC avant la source, je crois que c'est avant et après, peu importe, si vous activez sur Out, et ben vous récupérez les valeurs de position au format XYZ. Alors dans ce sens-là, c'est que au format XYZ. Même si vous travaillez en polaire, ça vous l'envoie en XYZ. Voilà, c'est peut-être une limite, mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Quoi d'autre ici, si vous déployez le module de configuration de XP Source OSC, vous pouvez visualiser, admettons vous n'avez pas de console, vous pouvez visualiser les données sortir, et au moins ça valide qu'elles sortent bien. Maintenant, on peut vérifier, on va couper ici le mouvement de la source et on va faire l'inverse, on va pas récupérer la donnée mais on va lui envoyer. Donc ici toujours dans Max, on va envoyer des données sur cette machine
et on va l'envoyer au port 7401. Et donc l'adresse à envoyer, donc ça va être un peu systématique. Donc nous on veut adresser la source 1. Donc contrairement à l'autre, ici on peut à la fois envoyer X, Y, Z et du polaire, mais on va envoyer du polaire, voilà, X, Y, Z, pardon, et on va lui envoyer un comme ça, on va pas s'embêter, hop, et ici en théorie, 7401, donc là je vais mettre le port qui doit écouter, et ici en théorie, voilà, donc comme lui il a récupéré du XYZ, et ben il a basculé directement en format XYZ. Par contre, si on lui envoie du polaire, voilà, on est rebasculé en mode polaire. Voilà. Donc ça peut être pratique. Donc voilà, donc si vous voulez vous créer votre interface de contrôle sur des tablettes ou peu importe avec TouchOS ou autre, sachez que vous pouvez envoyer de l'OSC et que la syntaxe suit la source, le numéro de la source, et puis ensuite le format de la coordonnée et les valeurs. Voilà, donc ça c'était, ça c'est pareil, c'est un petit device qui peut être très pratique. Maintenant on va revenir donc à XPLSD, donc je vais supprimer ma source, puisqu'on l'a oublié, je vais supprimer XPREC. On va prendre ce device, donc ça c'est l'interface qui vous permet de créer un template de haut-parleur. Donc ça évidemment c'est très pratique. Admettons vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans les presets d'usine. Et donc on travaille, donc admettons vous travaillez avec un haut-parleur de votre studio qui fait 6 haut-parleurs. Donc vous donnez le nombre de haut-parleurs sur lequel vous travaillez, vous ouvrez ensuite la fenêtre. Et admettons, en fait c'est pas ça du tout l'ordre. Voilà, c'est plutôt comme ça. Voire c'est comme ça. Puis il y a des trucs un peu chelous. Voilà. Donc voilà, c'est ça votre template. Déjà, une fois que vous avez fait, vous avez envie de l'enregistrer, my template, au cas où vous devez retravailler le template. Mais bon, admettons, vous êtes déjà content de votre configuration. Vous lui donnez un nom, mon studio. Alors, la chose à faire attention, c'est de ne pas mettre d'espace quand vous nommez le template ici dans name. Le nom est requis, mais il ne faut pas mettre d'espace. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur le bouton push, et en théorie, le bouton push va venir créer un template utilisateur. Voilà. Il crée votre preset, et votre template utilisateur est ici. Donc maintenant vous pouvez retourner assigner VBAP. Voilà, si vous n'êtes pas certain que c'est pris, voilà, on voit ici en haut à gauche mon studio. Donc voilà, et une fois que vous avez terminé, vous pouvez juste supprimer ce truc là. Et d'ailleurs j'encourage à le supprimer parce qu'il n'y a pas d'entrée audio dans XPLSD. Donc si vous travaillez en binaural par exemple, que ça utilise les pistes stéréo de la piste et que vous avez laissé XPLSD, en fait il n'y aura pas de son. C'est pas que ça marche pas, c'est qu'en fait voilà, on n'a pas mis de son de piste audio dans XPLSD, c'est peut-être une erreur, on changera. Pour l'instant, pensez que quand vous avez terminé, vous le supprimez. J'en profite pour retourner ici pour vous montrer, voilà, pour l'instant on n'a rien. Hop, si je retourne dans My Template Spat, hop, on retrouve votre config. Donc si jamais vous avez besoin de retoucher la config, c'est comme ça qu'il faut faire. Quoi d'autre? Écoutez, je pense qu'on a fait pas mal. Je pense que c'était un peu nécessaire de refaire le point sur le setup. Comme vous le voyez, XP maintenant aborde comment dire, tiens, on va changer ça un peu parce que c'est un peu plus cool, nos amis de Space Lab. Alors par contre, ça fait des erreurs. Mais comme vous le voyez, XP aborde maintenant les choses d'une façon plus modulaire. Donc ça, c'est l'esprit vers lequel on s'engage.
d'avoir un système toujours intégré à Ableton qui bénéficie en fait de tout cette capacité d'Ableton à router des sons, à créer des interfaces très intuitives, directes. Toute la partie interface utilisateur d'Ableton est assez exceptionnelle, contrairement à d'autres DAW type Reaper. Reaper qui a aussi d'autres avantages, la possibilité de supporter des pistes audio multicanales vastes et variées. Par contre, l'interface utilisateur est moins intuitif chez Reaper. Donc XP qui était quand même pensé comme un instrument, un outil pour jouer avec l'espace. Voilà, il existe dans Ableton et on veut maintenant l'orienter vers des choses un peu plus modulaires, tout en gardant voilà, cette hybridisation d'Ableton, je ne sais pas si on peut dire ça, pour en faire voilà, quelque chose qui augmente en fait Ableton vers le champ sonore immersif. Donc depuis la version 2021 qui était voilà, notre premier effort, on est arrivé à une forme de stabilité aujourd'hui qui est assez sympa. Les performances sont vraiment très bonnes. En fait, XP bénéficie quand même d'un avantage crucial, c'est la simplicité de créer des objets sonores, et puis cet environnement 3D qui est très très cool et qui vous permet de rendre tangible, d'expliquer un peu mieux. Donc ça fonctionne, c'est un outil qui fonctionne très bien pour donner des workshops, pour travailler avec des enfants. Et puis la partie très modulaire permet de travailler très rapidement, faire du sound design très rapidement et de connecter des machines à un écosystème d'art médiatique type Touch Designer, MadMapper, des choses comme ça qui utilisent l'OSC assez facilement. Donc voilà, on aurait voulu vraiment prendre le temps de faire cette vidéo plus tôt. Elle arrive un peu tard, j'espère pas trop pour votre expérience avec XP. En tout cas, sachez que maintenant, avec voilà, cette version démo, vous êtes en possibilité de vraiment traverser une phase d'apprentissage, commencer à s'approprier le logiciel avant de décider si ça correspond à vos besoins. Voilà, avec juste 2 sources, vous pouvez quand même déjà même faire des choses, et on pense que même beaucoup de gens l'utilisent pour juste avec 2 sources, même pour faire des petits rendus en binaural. Voilà, donc c'est à vous de voir. Il n'y a pas de raison de ne pas tester un outil comme ça. Alors nous, notre philosophie chez XP, si je peux prendre le temps de l'expliquer, c'est que on n'est pas du tout dans la volonté de dire que c'est le meilleur outil du monde, de dire que c'est celui-là et pas les autres. C'est un outil parmi d'autres, c'est une proposition, quelque chose qui peut permettre peut-être de vous aider à explorer, d'avancer dans ce langage de l'immersion sonore. Mais nous, on n'a pas ni la volonté, ni l'ambition, ni l'état d'esprit pour utiliser cet espace de création comme de façon élitiste, ou voire pour rabaisser qui que ce soit, ou l'utiliser pour construire une forme voilà, de hiérarchie, des choses comme ça. Nous, on est dans... Alors, voilà, XP existe grâce à votre soutien, donc on a besoin du soutien de la communauté, mais on est plutôt dans une recherche de partage, de durabilité, de faire durer l'outil, de le co-construire avec la communauté, le faire évoluer, et aussi le faire évoluer dans une direction qui nous paraît la plus créative possible, en fonction de nos expériences créatives, bien sûr, surtout créatives. Donc voilà, la perfection, elle n'est pas là, elle n'est pas recherchée, de toute façon personne ne pourra l'atteindre. Maintenant, sachez que c'est un outil qui vous permet quand même d'éplucher pas mal de choses. Alors, dernière chose que j'ai pas abordée sur XP, on le dira peut-être, il y a déjà eu derrière on a déjà fait un topo là-dessus, un tutoriel sur le head tracking. Si vous cliquez sur la carré bleue ici, vous allez basculer non plus en mode de rendu scène, donc les haut-parleurs, vous allez basculer en mode de rendu voilà, first person shooter. Donc ce qui vous permet en fait de faire du 6 degrés de liberté. Donc on peut faire du tracking corps et tête avec du head tracking, et donc vous pouvez faire de la VR, travailler voilà, faire de la création si jamais vous bossez sur des projets
de réalité mixte, réalité augmentée, mais voilà, XP ça peut être une belle base aussi parce que voilà, vous gardez toute la partie créative, mettre un instrument, du VR, des plugins élevés, faire du traitement, des assignations, tout ça en VR. Donc ça c'est peut-être le seul outil parmi plein d'autres, parmi tous les autres à proposer les deux choses juste pour une seule scène. Voilà, bah, écoutez, en espérant que ce topo vous a plu, la version anglaise de cette même vidéo suivra, j'espère, la semaine prochaine. En attendant, portez-vous tous très bien, on vous souhaite un bel été et on vous retrouve à la rentrée avec, j'espère, encore plus de belles choses à partager avec vous. Allez, ciao!